Je m'appelle Amélie Lefebvre, j'ai 29 ans, je suis mère célibataire, et le jour où mon père a fêté ses 53 ans, j'ai appris à mes dépens que le mot « famille » peut parfois cacher une absence totale de pudeur. J'étais dans ma cuisine en train de couper des fraises pour le goûter de ma fille de 5 ans quand mon téléphone s'est éclairé. Affichant une publication que tout le reste de la ville avait déjà vue, mon père avait partagé des photos tout sourire de son dîner d'anniversaire dans un grand restaurant de Lyon. Mon frère était là, mes sœurs aussi, et même des cousins à qui il adressait à peine la parole, mais moi, je n'y étais pas, ma petite Léa non plus, et sous les photos, pour que tout le voisinage puisse le lire, il avait écrit que tous ses enfants faisaient sa fierté. Sauf la mère célibataire qui n'arrivait toujours pas à s'en sortir dans la vie. Je ne l'ai pas appelée, je n'ai pas laissé de commentaires colériques pour amuser les curieux, je suis resté là, le couteau à la main, à fixer cette phrase plus glaciale que tout ce qu'il m'avait jamais dit en face. Le plus douloureux n'était pas d'être exclu, c'était de savoir qu'il voulait que je le voie, il voulait que mes anciens camarades de lycée, mes ex-collègues, les voisins et tous ceux qui m'avaient vu galérer sachent qu'à ses yeux, j'étais l'enfant qui avait échoué. Il avait passé des années à faire semblant d'avoir honte de moi, mais cette fois, il le rendait public. Je me suis promis de rester silencieuse, de garder ma dignité, d'élever ma fille, d'aller travailler et de le laisser faire son petit spectacle, car je croyais vraiment que l'histoire s'arrêterait là, mais je me trompais lourdement car quelques semaines plus tard. Je suis retourné chez mes parents accompagné d'un homme, et quand mon père a levé les yeux et a vu de qui il s'agissait, il a perdu toutes ses couleurs. Avant que je vous dise pourquoi, dites-moi ceci, si votre propre parent vous humiliait publiquement, resteriez-vous silencieux ou feriez-vous en sorte qu'il n'oublie jamais son geste? Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai traversé la vie comme quelqu'un qui fait semblant d'aller bien, j'ai préparé Léa pour l'école maternelle, j'ai préparé ses collations, j'ai souri devant ses petits dessins maladroits, puis je partais travailler avec cette publication qui me brûlait l'esprit. Mon père n'a jamais appelé pour s'expliquer, il ne l'a jamais supprimé, il n'a même pas essayé de faire semblant de regretter, et d'une certaine manière, c'était encore pire car ce n'était pas une erreur, c'était un message qu'il laissait délibérément en ligne pour que tout le monde le comprenne. Ma fille Léa m'a demandé un soir pourquoi papy avait eu un gâteau d'anniversaire sans nous, je lui ai répondu que les adultes font parfois des choix égoïstes et que cela n'avait rien à voir avec elle, elle a hoché la tête comme si elle comprenait, mais à 5 ans. Les enfants captent toujours plus qu'on ne le voudrait, et elle a arrêté de poser des questions, ce qui m'a encore plus brisé le cœur. La seule personne de ma famille qui m'ait contacté était ma grand-mère maternelle, Mireille, qui n'était pas du genre à mâcher ses mots, elle m'a appelé le soir même pour me dire « Amélie, c'est ton père qui devrait avoir honte de lui-même, pas de toi. » Puis elle a demandé ce que Léa voulait pour le dîner et a débarqué dans mon petit appartement le lendemain après-midi avec des courses, des livres de coloriage et une colère saine qui remplissait toute la cuisine. Elle ne m'a pas poussé à lui pardonner, elle ne m'a pas dit qu'il partait d'une bonne intention, elle s'est juste assise avec moi pendant que je pleurais et m'a dit la seule chose que j'avais besoin d'entendre depuis des années, tu n'es pas le problème ici. La vie devait continuer, je travaillais tôt le matin à l'accueil d'un cabinet dentaire, puis je faisais des heures supplémentaires dans une brasserie du quartier les week-ends quand je pouvais faire garder Léa. Ce n'était pas prestigieux, mais le loyer était payé, l'électricité aussi, et ma petite fille ne se couchait jamais le ventre vide, ce qui comptait énormément, même si mon père faisait comme si cela n'avait aucune valeur. J'ai rencontré Nicolas Beaumont un jeudi soir à la brasserie, juste avant la fermeture, il portait un caban bleu marine et avait cet air fatigué des gens qui ont passé une longue journée à prétendre qu'ils ne le sont pas, il a commandé un café noir et un croque-monsieur. Puis s'est excusé d'arriver tard comme s'il se souciait vraiment de ne pas déranger l'équipe en cuisine. Ce simple geste le distinguait déjà de la moitié des clients que je servais. La semaine suivante, il est revenu, puis encore la semaine d'après. Au début, je pensais qu'il aimait juste le café trop fort de la brasserie, puis un soir, Léa était assise à une table avec ses crayons parce que ma baby-sitter avait annulé, et Nicolas a regardé son dessin en lui demandant si le dinosaure violet était censé cracher du feu ou des paillettes. Léa a levé son dessin et lui a répondu très sérieusement que c'était les deux. Il n'a pas ri d'elle, il lui a parlé comme à une personne, et cela a attiré mon attention plus que n'importe quoi d'autre. Nous avons commencé à discuter par petits morceaux, rien de dramatique, pas de scène de film, juste de vraies conversations entre deux additions. Il m'a dit qu'il dirigeait une société de promotion immobilière basée à la périphérie de Lyon, je lui ai dit que j'avais commencé des études de gestion avant que la vie ne prenne un virage serré. Il m'a interrogé sur ma fille avant de me poser des questions sur mon passé, il écoutait plus qu'il ne parlait, et quand je lui ai enfin avoué pourquoi j'avais toujours l'air fatigué, pas une fatigue de travail, mais une fatigue de l'âme, il ne m'a pas regardé avec pitié. Il m'a regardé avec respect.
3 mois plus tard, il n'était plus seulement l'homme qui venait prendre son café, il était l'homme que Léa attendait à la fenêtre, celui qui arrivait avec des craies et s'asseyait par terre sur le trottoir pour dessiner des châteaux avec elle. Celui qui n'a jamais agi comme si Mémé demandait d'ignorer le fait que je venais avec une enfant, de l'épuisement et un passé. Je ne lui ai pas tout raconté sur mon père tout de suite, mais j'en ai dit assez pour qu'il comprenne que certaines blessures ne saignent pas en public, elles se contentent d'influencer votre façon de marcher dans une pièce. Un dimanche après-midi, grand-mère Mireille a appelé pendant que Nicolas aidait Léa à construire un fort avec des coussins dans mon salon. Sa voix avait ce ton tranchant qu'elle prend quand les ragots rencontrent l'indignation. Ton père pose des questions sur toi, a-t-elle dit. J'ai presque ri, il m'avait ignoré pendant des semaines et maintenant il posait des questions sur quoi? Sur le fait que je vois quelqu'un, sur ma situation financière, sur mon logement. J'ai regardé Nicolas qui tenait une couverture au-dessus de 2 chaises pendant que Léa lui criait qu'il s'y prenait mal, puis grand-mère a baissé la voix, il y a un dîner de famille chez tes parents dans 2 semaines, tout le monde sera là. Après avoir raccroché, Nicolas m'a regardé et a compris que quelque chose avait changé, il s'est assis à côté de moi sur le canapé et m'a demandé ce que je pensais. Je lui ai dit que je pensais à chaque fois que mon père m'avait fait sentir insignifiante, à chaque fois qu'il m'avait regardé comme le vilain petit canard de la famille, à chaque fois que j'avais ravalé ma douleur en appelant ça de la maturité. Nicolas est resté silencieux un instant, puis il a dit, peut-être que le silence a déjà fait tout ce qu'il pouvait. Je l'ai fixé, Léa riait dans sa cabane comme si le monde n'avait jamais été cruel, puis Nicolas a ajouté calmement, veux-tu qu'ils continuent de croire qu'ils ont le droit de te définir, ou veux-tu qu'ils te voient entrer sans aucune honte? C'est à ce moment-là que quelque chose a basculé en moi, pas parce que j'avais un homme à mes côtés, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, j'étais prête à ne plus laisser mon père décider de qui j'étais. 2 semaines plus tard, par un dimanche soir glacial, je me tenais devant la maison de mes parents, serrant si fort la main de Léa qu'elle a fini par me demander si j'étais nerveuse. Je lui ai dit que je réfléchissais, ce qui n'était qu'à moitié vrai, mon estomac était noué depuis que nous avions quitté l'appartement. Nicolas s'est garé devant la maison, a coupé le moteur et m'a regardé avec cette expression stable qu'il a toujours quand il sent que je mène un combat intérieur. Il ne m'a pas fait de grands discours, il ne m'a pas dit d'être courageuse. Il a juste dit, si tu veux partir à n'importe quel moment, on part, sans poser de questions. J'ai hoché la tête, pris une grande inspiration et regardé par la fenêtre du salon, les lumières brillaient, je voyais des gens bouger à l'intérieur, des verres à la main. Ma mère allant d'une pièce à l'autre dans une de ces robes qu'elle porte quand elle veut que tout le monde pense que la famille va parfaitement bien. Mon frère était près de l'îlot central de la cuisine, une de mes sœurs riait de quelque chose que je n'entendais pas, et pendant une seconde, j'ai eu envie de faire demi-tour, de remonter dans la voiture et de protéger le petit morceau de paix que j'avais réussi à construire. Puis je me suis souvenu de la publication d'anniversaire, je me suis souvenu de ma petite fille demandant pourquoi papy avait fêté ça sans nous, et j'ai ouvert la porte. La première personne à nous voir fut ma petite sœur Camille, sa bouche s'est littéralement ouverte de surprise, la conversation autour d'elle a continué encore une seconde avant que les autres ne remarquent son regard, puis le brouhaha s'est dissipé. Au moment où j'ai franchi l'entrée avec Léa à mes côtés et Nicolas juste derrière, toute la maison était devenue silencieuse. Ma mère fut la première à bouger, son visage est passé par la surprise, la confusion, le calcul, puis un large sourire beaucoup trop forcé. Amélie, sa voix est montée d'un ton, tu es venue. Je l'ai regardée et j'ai dit, salut maman, bon dimanche, c'était la phrase la plus neutre et polie que je pouvais prononcer. C'est alors que mon père s'est retourné depuis le salon. Jean-Pierre Lefebvre avait toujours été un homme qui savait s'imposer dans une pièce, même à la maison il se tenait comme s'il était devant des clients importants, les épaules droites, un verre à la main, la voix assurée, mais dès que ses yeux se sont posés sur moi, puis sur Léa, puis sur Nicolas. Quelque chose s'est brisé en lui. Le verre dans sa main a penché juste assez pour que le liquide ambré coule sur ses doigts, et il ne s'en est même pas rendu compte. Pendant une seconde étrange, personne n'a dit un mot. J'avais vu mon père en colère, méprisant, suffisant, déçu ou froid, mais je ne l'avais jamais vu avoir peur. Ses yeux étaient fixés sur Nicolas avec une reconnaissance si vive qu'elle me disait que ce n'était pas la première fois qu'il le voyait. Il a blêmi instantanément, comme si son corps l'avait trahi avant qu'il ne puisse se reprendre. Nicolas, de son côté, est resté imperturbable, il a posé une main légère sur l'épaule de Léa et a adressé un signe de tête poli à mon père, comme s'il s'agissait d'une rencontre ordinaire. Mon père s'est raclé la gorge, Amélie, je ne savais pas que tu venais, a-t-il dit un peu trop vite. J'ai failli rire car bien sûr qu'il ne le savait pas, c'était tout l'intérêt. J'ai balayé la pièce du regard, mes frères et sœurs,
ma mère essayant d'analyser la situation, ma grand-mère Mireille assise près de la cheminée qui semblait plus intéressée que choquée, puis j'ai regardé mon père, non, je me doutais bien, ai-je répondu. Léa, totalement ignorante des tensions adultes de cette guerre sociale, lui a souri en disant « Salut papy, j'ai mis mes chaussures qui brillent ». Elle a levé un pied pour lui montrer. Un instant, l'expression de mon père s'est fissurée et j'ai cru que la culpabilité l'avait enfin atteint, mais il a de nouveau regardé Nicolas et l'émotion a été remplacée par quelque chose de plus dur, de l'anxiété, peut-être même de la panique. Ma mère est intervenue rapidement, quelle surprise. Vous auriez dû nous prévenir, on aurait fait de la place à table. Ma grand-mère a laissé échapper un petit bruit qui ressemblait fort à un rire. Je sentais tous les regards sur moi, attendant de voir si j'allais faire semblant que tout était normal. Je ne l'ai pas fait, je me suis tourné légèrement et j'ai dit, Nicolas, voici ma famille, puis je les ai regardés, et voici Nicolas Beaumont. Le silence qui a suivi était différent du premier, les sourcils de mon frère se sont levés, Camille a regardé Nicolas puis mon père si vite qu'il était évident qu'elle avait compris ce qui se passait, le sourire de ma mère a vacillé, mais c'est mon père qui s'est trahi en faisant un pas en arrière. C'est là que j'ai compris que tout cela n'avait rien à voir avec ma présence impromptue, mais tout à voir avec l'homme à mes côtés. Mon père savait exactement qui était Nicolas, et quel que soit le passé entre eux, c'était assez grave pour effacer toute son assurance devant sa propre famille. Mon père s'est repris plus vite que je ne l'espérais, c'était l'une de ses grandes forces, il pouvait encaisser un mauvais moment et revenir avec un sourire poli comme s'il avait tout prévu. En quelques secondes, la panique avait disparu, remplacée par la version lisse et charmante de lui-même qu'il réservait aux clients. Il a traversé la pièce et a tendu la main à Nicolas, qui l'a serré. Le sourire de mon père semblait douloureux, Nicolas Beaumont, c'est inattendu. Nicolas a gardé son expression indéchiffrable, la vie est pleine de surprises. Ma mère a repris les rênes avant que le malaise ne s'installe, entrez donc, nous allions passer à table, Léa ma puce tu es adorable, Camille, rajoute 3 couverts. C'était si fluide que n'importe qui aurait cru que nous étions invités de longue date, mais j'ai vu la vérité dans les détails, mon père lançait des regards furtifs à Nicolas, ma mère souriait trop fort. Mon frère était devenu étrangement silencieux et grand-mère Mireille avait ce regard qui signifiait qu'elle laissait les gens creuser leur propre tombe un peu plus profondément. Nous sommes passés dans la salle à manger, ma mère s'est empressée d'apporter des serviettes supplémentaires à Léa comme si elle essayait d'effacer des mois de distance avec du papier plié, puis j'ai remarqué où mon père avait décidé de placer Nicolas, pas près de moi, pas près de Léa, mais juste à côté de lui. Je me suis assise en face d'eux avec Léa à côté de moi, Nicolas a croisé mon regard une demi-seconde, juste assez pour me dire qu'il comprenait la manœuvre. Mon père s'est servi un autre whisky puis en a proposé un à Nicolas d'une main qui semblait plus stable, alors Nicolas, Amélie nous dit que vous travaillez dans l'immobilier ? Nicolas a posé sa serviette sur ses genoux, oui, promotion et réhabilitation, surtout dans le résidentiel et le mixte. Mon père a hoché la tête lentement comme si c'était passionnant et non la raison pour laquelle son humeur avait changé en 5 minutes, le marché lyonnais surtout ? Lyon est la première couronne, là où les projets ont encore du sens, a répondu Nicolas. Mon père a eu un petit rire, un homme avisé. J'ai dû baisser les yeux pour cacher ma colère, c'était là, ni inquiétude, ni regret, ni même embarras, juste de l'intérêt pur. Son mépris avait été remplacé par le calcul et la soif d'opportunité. Ma mère servait les plats mais ne cessait de se tourner vers Nicolas, « Et comment vous êtes-vous rencontrés ?» a-t-elle demandé d'une voix mielleuse. Dans la brasserie où je travaille les week-ends, ai-je répondu avant que Nicolas ne puisse dire un mot. Une lueur de contrariété a traversé son visage, comme si l'histoire n'était pas assez glamour pour elle, mais Nicolas a souri, ils font le meilleur croque-monsieur de la région. Léa a ajouté fièrement, et il aime aussi les tartes. Mon père a ri plus fort que nécessaire, eh bien, Amélie a toujours eu du flair. Je l'ai regardé fixement, il disait cela comme si la publication Facebook n'avait jamais existé, comme s'il n'avait pas crié au monde entier que j'étais sa honte, comme si ma vie n'était devenue acceptable qu'au moment où un homme puissant s'asseyait à sa table. Camille a alors demandé doucement, « Papa, je croyais que tu avais dit qu'Amélie était trop occupée pour venir en ce moment. » L'ambiance a changé, ma mère a lancé un regard d'avertissement à Camille, mais grand-mère a été plus rapide, « Occupée est une façon polie de dire qu'elle a été publiquement humiliée par son propre père, » a dit Mireille calmement. Personne n'a bougé, mon père a posé son verre un peu trop brusquement, « Maman, ce n'est pas le moment. » Si, a répliqué Mireille, c'est exactement le moment, puisque tout le monde fait semblant d'être à une joyeuse réunion, ne feignons pas d'ignorer que cet homme a posté devant tout le département que sa fille était la seule à ne pas faire sa fierté. Léa a levé les yeux vers moi,
j'ai posé ma main sur la sienne sous la table. Ma mère a forcé un rire qui s'est éteint aussitôt, cette publication a été mal comprise. Vraiment, ai-je demandé d'une voix calme qui a traversé la pièce. Mon père m'a regardé, et pour la première fois de la soirée, l'agacement a percé son masque. Amélie, nous dit non, ne faisons pas ça devant nos invités. Le mot « invité » a fait mal, pas fille, pas petite fille, mais invité. Nicolas s'est adossé à sa chaise, toujours illisible, puis a dit avec une politesse parfaite, « Je ne suis pas mal à l'aise, Jean-Pierre, mais j'imagine qu'Amélie l'est depuis longtemps. » Plus personne n'a dit un mot. Le reste du dîner a traîné comme un orage qui refuse d'éclater, mon père essayant de ramener la conversation sur les affaires, l'urbanisme, les taux d'intérêt, tout ce qui replaçait Nicolas dans une catégorie qu'il savait gérer. Ma mère essayait de colmater les brèches avec une chaleur factice, mes frères et sœurs fixaient leurs assiettes, et je ne pouvais m'empêcher de penser à la vitesse à laquelle mon père était passé de la honte à la stratégie, il ne cherchait pas à réparer ce qu'il avait brisé. Il cherchait à voir à quel point Nicolas pourrait lui être utile. J'espérais que le malaise de ce dîner le ferait reculer, mais j'aurais dû savoir que les hommes comme lui ne reculent jamais, ils changent juste de tactique. 3 jours plus tard, il m'a appelé à 8h15 pendant que je préparais le sac d'école de Léa, j'ai regardé son nom s'afficher jusqu'à ce que ça s'arrête, puis un message est arrivé, dit à Léa que j'ai trouvé un super petit vélo pour elle, on devrait déjeuner ensemble ce week-end. Je n'ai pas répondu. À midi, un autre message demandait dans quelle école je comptais inscrire Léa l'année prochaine, ce qui m'a presque fait rire puisqu'il avait agi comme si elle n'existait pas pendant des années. Le vendredi, il avait appelé 4 fois et envoyé assez de messages mielleux pour passer pour le père de l'année, aucun ne mentionnait la publication, aucun ne mentionnait son regard à Nicolas, ce n'était pas du regret, c'était de la stratégie. Ma mère s'y est mise aussi, demandant si Léa voulait venir faire des gâteaux, puis demandant si Nicolas aimait le golf. Le schéma était devenu impossible à ignorer, ce n'était pas moi qu'il voulait retrouver, c'était l'accès à Nicolas, à son nom, son argent, son réseau. J'ai essayé de laisser couler, mais Nicolas m'a appelé un après-midi alors que je sortais du cabinet dentaire, sa voix était calme mais je sentais une tension. « Amélie, est-ce que ton père a demandé le numéro de mon bureau ?» Je me suis arrêté net, « Non, pourquoi ?» Parce qu'il vient d'appeler mon assistante. Mon sang n'a fait qu'un tour, qu'est-ce qu'il a dit ? Nicolas a eu un soupir qui aurait pu être amusé s'il n'était pas si plat, il a dit qu'il voulait discuter d'une opportunité d'investissement et qu'il pensait que ce serait plus simple d'homme à homme. J'ai fermé les yeux sur le parking, je suis tellement désolé. Ce n'est pas ta faute, a-t-il dit doucement, mais je pense que tu dois savoir que ton père ne fait plus du tout dans la dentelle. Quand je suis rentré, grand-mère Mireille supervisait la construction d'un fort de couverture dans le salon, j'ai embrassé Léa et attendu qu'elle s'éloigne pour raconter l'histoire à Mireille. Elle n'a même pas eu l'air surprise, évidemment qu'il a appelé, ton père peut sentir une opportunité à des kilomètres. Je me suis assise lourdement, je pensais vraiment qu'il aurait honte après ce dîner. Mireille m'a lancé un regard acéré, les hommes comme ton père ne confondent pas la honte avec l'inconvénient. Cette phrase m'a poursuivi toute la soirée. Plus tard, une fois Léa endormie, j'ai rappelé mon père pour la première fois. Il a décroché à la 2e sonnerie, Amélie, je pensais justement à toi. Arrête tes salades, ai-je coupé, pourquoi as-tu appelé le bureau de Nicolas? Il a hésité, je voulais me présenter correctement. Tu l'as déjà rencontré. Je voulais discuter d'une opportunité. C'était là, sans filtre. Une opportunité pour qui, ai-je demandé en serrant le rebord du comptoir. Pour nous tous, a-t-il répondu, Amélie, tu ne comprends pas comment fonctionnent ces relations, Nicolas est un homme brillant, je pensais que nous pourrions collaborer sur un projet ou deux. Tu veux dire après avoir passé des années à me traiter comme si j'avais gâché ta vie et après avoir posté que j'étais un échec? Son ton a durci, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que tu as écrit, et maintenant soudainement tu te soucies de Léa, de moi et des dîners de famille parce que tu penses que l'homme que je fréquente peut être utile. Tu es dramatique. Non, ai-je dit d'une voix plus calme que je ne l'aurais cru, je suis enfin honnête. Il y a eu un silence, puis la vieille version de mon père est revenue, celle qui croit que le volume fait gagner un argument, je suis ton père. J'essaie de renouer avec ma fille et ma petite-fille, et au lieu d'apprécier ça, tu transformes tout en attaque. J'ai ri, un rire triste et fatigué, renouer? C'est comme ça que tu appelles contacter un homme que tu connais à peine derrière mon dos parce que tu penses qu'il peut sauver ta boîte? Sa respiration a changé, j'avais vu juste. Donc c'est ça, ton entreprise est en difficulté.
Il n'a pas répondu, il n'avait pas besoin de le faire. Amélie, a-t-il fini par dire, tu ne comprends pas la pression que je subis. Non, ai-je répliqué, c'est toi qui ne comprends pas une chose pour la première fois de ta vie, Nicolas n'est pas ta bouée de sauvetage et je ne suis pas ton pont vers lui. Puis j'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais sous la colère, il y avait un soulagement immense, pendant des années, il m'avait entraîné à me sentir coupable dès qu'il haussait le ton, mais ce soir-là, je ne ressentais que de la clarté. Le lendemain matin, Nicolas est arrivé avec du café et a tout de suite vu ma tête, je lui ai tout raconté. Il a écouté sans m'interrompre, puis a dit, je pense que ton père va continuer à pousser jusqu'à ce que quelqu'un l'arrête d'une manière qu'il ne pourra pas détourner. Il avait raison, mais je ne savais pas encore quelle forme cela prendrait, je savais juste qu'il avait franchi une ligne rouge. 2 jours plus tard, Camille m'a envoyé un message me demandant de la voir seule car elle avait quelque chose d'important à me dire sur papa, et j'ai compris que le pire restait à venir. J'ai retrouvé Camille le lendemain dans un café chic du centre de Lyon, elle était déjà là, triturant la manche de son pull, signe qu'elle était nerveuse. Camille aimait que tout soit parfait et contrôlé, alors si elle voulait me voir seule, c'est que quelque chose lui échappait. Je me suis assise, qu'est-ce qu'il a fait encore? Elle m'a regardé avec une expression tendue, c'est pire que ce que tu penses. Elle s'est penchée et a baissé la voix, papa raconte partout que Nicolas va devenir son associé. J'ai cru mal entendre. Son associé? Comment ça? Sur un gros projet de développement, il dit que Nicolas veut l'aider à agrandir la boîte, à financer de nouveaux chantiers. Chaque version change un peu, mais le message est le même, il fait comme si c'était déjà acté. J'ai senti le sang quitter mon visage. Il l'a dit à l'oncle Marc, à des amis de la paroisse, aux relations de maman. Et hier je l'ai entendu au téléphone dire qu'une fois que la fête de mes fiançailles aurait eu lieu, tout le monde verrait que la famille est plus forte que jamais. Je me suis adossé à ma chaise, il ne se contentait plus de courir après Nicolas, il se construisait un futur imaginaire sur mon dos. Camille avait l'air misérable, maman lui dit de ralentir, mais elle ne l'arrête pas vraiment, elle a surtout peur d'avoir l'air ridicule si ça ne se fait pas. J'ai demandé à Camille pourquoi elle me le disait maintenant, parce qu'il veut faire une sorte d'annonce à mes fiançailles samedi prochain, il a parlé de partager une grande nouvelle pour l'entreprise, Émilie, il compte utiliser ma fête pour faire croire que Nicolas le soutient. J'ai regardé ma sœur, et tu es d'accord avec ça? Son visage s'est durci, non, c'est censé être ma soirée avec Thomas, je ne veux pas qu'il en fasse un autre de ses spectacles, il compte sur ton silence, Amélie. C'était vrai, mon père avait toujours parié sur mon silence, sur mon envie de protéger la paix. Camille m'a pris le poignet, j'aurais dû dire quelque chose plus tôt pour la publication, pour le dîner. Je ne l'ai pas fait parce que c'était plus simple de rester en dehors de la ligne de mire, mais j'en ai fini avec ça. Pour la première fois, ma sœur n'avait pas l'air distante mais honnête et honteuse. En sortant du café, je suis resté dans ma voiture 10 minutes avant d'appeler Nicolas. Le soir même, nous étions chez moi avec grand-mère Mireille et nous avons pris une décision, nous irions à cette fête, nous serions élégants et polis, et nous donnerions à mon père toutes les chances de révéler qui il était vraiment devant tous ceux qu'il cherchait tant à impressionner. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur de ce qu'il allait faire, je l'attendais. La fête de fiançailles de Camille avait lieu dans un domaine privé près de Lyon, avec des sols cirés et des fleurs blanches partout. Je suis arrivé avec Nicolas et Léa juste après le coucher du soleil. Mon père semblait plus que ravi de lui-même, il passait la soirée à présenter Nicolas à tout le monde, distillant des indices sur leurs futures affaires, faisant comme si ma relation était le moteur de son succès. Je suis resté calme, observant le mensonge s'élever. Puis vinrent les toasts, Thomas a parlé, Camille a parlé, et juste quand je pensais que mon père allait leur laisser la vedette, il a pris le micro et a annoncé que Nicolas explorait un partenariat avec son entreprise et que la famille entrait dans une ère de prospérité. Quelques personnes ont applaudi, puis Nicolas s'est levé, a pris calmement le micro et a dit « Je dois corriger cela ». Un silence de mort est tombé sur la salle. Il a déclaré qu'il n'y avait aucun partenariat, aucun investissement, aucun accord, que mon père avait contacté son bureau en agissant comme si sortir avec moi lui donnait un droit d'accès commercial, et que ce n'était pas le cas. Mon père a essayé de l'interrompre mais je me suis avancé, j'ai dit devant tout le monde que c'était ce même homme qui avait posté que j'étais sa honte, qu'il m'avait exclu moi et Léa avant de décider subitement que la famille comptait et qu'il avait vu un intérêt financier en Nicolas. J'ai dit que j'en avais fini de le laisser utiliser ma vie pour son image de marque. Personne ne l'a défendu, ma mère était dévastée, mon frère fixait le sol, et Mireille attendait ce moment depuis des années. Camille s'est approchée,
a repris le micro des mains de mon père et a déclaré que sa fête n'était pas une opportunité commerciale et qu'Amélie avait dit la vérité. C'est à ce moment-là qu'il a tout perdu, les gens qu'il voulait impressionner se sont détournés, son sourire a disparu, il semblait minuscule. J'ai embrassé Camille, pris la main de Léa et je suis parti avec Nicolas et Mireille. Les conséquences ont été immédiates, ses contacts d'affaires se sont retirés, ma mère est partie s'installer ailleurs 2 semaines plus tard, et Camille ne répond plus à ses appels. Plus tard, il m'a envoyé une lettre, sans excuse bidon, juste la vérité, il a admis qu'il se souciait plus de l'image que je renvoyais que de ce que je traversais, qu'il avait traité Léa comme un inconvénient au lieu d'une bénédiction. Je ne lui ai pas pardonné du jour au lendemain, les vraies blessures ne guérissent pas comme ça, mais avec le temps, il a changé, il a commencé une thérapie, s'est excusé auprès de Camille et a cessé d'utiliser les gens. Quand j'ai enfin accepté de le revoir, je lui ai dit clairement qu'il ne m'utiliserait plus jamais, ni ma fille, ni aucun homme de ma vie, pour sa réputation, et que s'il faisait encore une fois sentir à Léa qu'elle était de trop, la porte se fermerait pour toujours. Il a dit qu'il comprenait, et cette fois, je l'ai cru. Je n'ai pas eu une fin de conte de fées, j'ai eu quelque chose de mieux, la vérité et des limites saines. J'ai appris qu'une femme n'a pas moins de valeur parce qu'elle élève un enfant seul, qu'une famille n'est pas respectable parce qu'elle présente bien en public, mais parce que l'amour y est inconditionnel. Certaines personnes ne vous estiment que si vous améliorez leur image, laissez-les dans leur aveuglement, votre valeur n'a jamais dépendu de leur approbation, elle réside dans la vie que vous construisez, l'enfant que vous aimez et la dignité que vous refusez de céder. Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire est de dire la vérité et de cesser de laisser votre silence protéger ceux qui vous ont blessé. Chez Revenge Nickel, notre équipe s'engage à créer des histoires significatives et bien conçues qui divertissent tout en offrant des leçons profondes sur la vie, la dignité et les choix humains. Chaque histoire sur cette chaîne est entièrement fictive et créée dans le but de partager des messages éducatifs précieux et des réflexions réfléchies avec nos spectateurs. Ce scénario souligne l'importance de l'estime de soi, des limites saines et du courage de s'opposer à l'amour conditionnel et à l'humiliation publique. Il rappelle aux spectateurs que le véritable respect ne peut se construire sur le statut, les apparences ou le contrôle, mais sur l'honnêteté, la compassion et la responsabilité. À travers le voyage d'Amélie, l'histoire encourage l'empathie, la résilience et une compréhension plus forte de la dignité personnelle.